on enchaîne avec la présentation de Martin Guerpin, l'opérette cinématographique Au temps du muet, le cas de Fifi. Alors Martin, tu es un ancien élève de l'ENS Ulm et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Tu es maître de conférence en musicologie à Paris-Saclay. Et ta recherche porte sur l'histoire européenne du jazz, les relations entre musique et identité du 19e au 21e siècle, et sur la vie musicale dans les casinos. Et depuis 2018, tu co-diriges le programme de recherche Américanisation par les arts, 19e-21e siècle. Et tu as aussi une pratique puisque tu es saxophoniste. Tu as reçu en 2014 le prix Jazz Magazine du meilleur concert, un choc Jazz Magazine Jazzman pour l'album Spoonful en 2017. Et tu es en ce moment artiste en résidence au Centre des musiques traditionnelles d'Île-de-France, où tu as notamment fait un album, Azawan, sorti en 2021. En fait, en 2022. 2022. C'est en février 2022. Merci beaucoup Marie, merci à tous. Et merci Jérôme en particulier pour son invitation. Malgré le fait que, je le dis tout de suite, je ne suis pas spécialiste d'opérette, donc je vous prie de m'excuser pour peut-être mon manque de culture aujourd'hui, mais en tout cas j'ai répondu positivement à Jérôme parce que justement dans le cadre de ce projet de recherche qui s'appelle Américanisation par les arts, en fait je m'intéresse au processus, en particulier dans ce projet-là, d'américanisation de l'opérette et de la comédie musicale française pendant l'entre-deux-guerres, notamment via la présence du jazz dans ses œuvres. Et plus largement, ça s'inscrit dans mon travail d'HDR que je vais consacrer, on parlait de l'Europe tout à l'heure, justement au processus d'européanisation du jazz. C'est un peu une suite naturelle de ce que j'ai fait dans ma thèse. Et le sujet m'intéressait, parce qu'on en a parlé avec Jérôme, et parce que je suis en train dans le cadre du projet Américanisation par les arts, on est en train d'organiser avec Bernard Jeannot à Angers un colloque sur justement les processus d'américanisation de la comédie musicale française et donc tous les échanges qu'il y a pu y avoir avec la comédie musicale américaine. Donc là, on est encore à l'état de projet, mais c'est un colloque qui aura peut-être lieu, disons, en fin d'année prochaine. Voilà. Donc ce qui m'intéresse dans le cadre de mes recherches là-dedans, donc je vais être un petit peu avant les années 30 du coup, donc je serai un peu dans la préhistoire de la période qui les intéresse dans notre colloque, c'est la version filmée d'une opérette qui s'appelle Fifi, et qui me semble fondatrice pour deux raisons. D'abord, pour notre colloque, puisque on a finalement peu d'opérettes muettes filmées, en tout cas d'opérettes françaises, à part Miss Elliott en 1928, donc ça vient un an après la version filmée de Fifi qui est de 1927. Et c'est aussi Fifi est une première pour l'histoire de l'opérette française, quelque part, puisque on la considère comme la première opérette modèle française de l'après-Première Guerre mondiale, puisqu'elle est créée le 13 novembre 1918, donc juste après l'armistice. Et on la cite souvent comme un premier exemple d'opérette américanisée, puisqu'on y trouve des rythmes de foxtrot, de one-step, de tous les rythmes qui ont été réutilisés par la suite par les orchestres de jazz. Et en fait, j'ai commencé à travailler Fifi, cette opérette, dans le cadre d'un colloque à Manchester, où je m'intéressais justement au modèle américain et français qui était à l'œuvre dans cette opérette, en montrant que finalement, musicalement, les références musicales qu'on considère souvent comme jazz dans l'historiographie traditionnelle de cette opérette, en réalité, sont bien plus anglaises, puisque la référence pour les Français à l'époque est bien plus, c'est le musical anglais, encore plus que les États-Unis, si on se situe en 1918. Les choses vont radicalement changer. Si on fait de la chronologie un peu fine, au début des années 20, c'est plus du tout la même chose. Mais à cette époque-là, Fifi est présentée comme une opérette anglaise, enfin à influence anglaise pour ce qui concerne la musique. Mais après, pour ce qui concerne les modèles dramaturgiques, on est finalement dans des modèles tout à fait français, qui viennent notamment de l'opérette revue ou de modèles tels que ceux de Mamselle Nitouche d'Hervé, en tout cas de tout ce qui est opérette à chansons interpolées. Voilà. Et donc pendant cette première phase de travail sur Fifi, je me suis rendu compte qu'il existait donc une version filmée de cette opérette, qui est justement citée par Phil et Marie dans leur livre, alors qui est citée une fois, donc qui est faite par un réalisateur qui s'appelle Georges Palu, qui a laissé pas beaucoup de traces, mais en fait qui était actif au Portugal, et qui est revenu en France pour faire cette opérette, et ensuite qui a signé une opérette assez grivoise, hein, vous allez le voir, mais en fait qui ensuite a signé des films tout à fait édifiants, moralisateurs, des films chrétiens dans les années 1930. Donc il a fait amende honorable après Fifi, on a l'impression. C'était sa rédemption. Et donc il a signé cette réalisation qui m'a beaucoup intrigué parce que j'en trouvais aucune trace. Parce que même sur internet, on trouve beaucoup d'opérettes des années 30, rien que sur YouTube par exemple, mais celle-là, j'en trouvais aucune trace. Et ce qui m'a, donc ça m'a intrigué, je me suis mis à la chercher,
je me suis rendu compte que finalement il y avait que la seule copie, c'est là on en avait parlé avec Jérôme, mais finalement j'ai trouvé une copie dans les archives de la Cinémathèque française, donc que j'ai pu aller voir. Donc ça se présente, voilà, c'est ce qui reste de Fifi en fait. 7 bobines qui ont été restaurées en 1983. Et ce que j'ai appris en faisant ça, c'est qu'il existait aussi un roman de Fifi de la même année qui est en fait tiré du film, un ciné-roman en fait. Donc finalement, c'est à ça que je vais m'intéresser aujourd'hui. Et je vais poser 3 questions à partir de ce corpus. Donc l'opérette d'abord, de 18, le film muet, donc de 1927 évidemment, et le roman tiré, lui, du film, toujours en 1927. Et donc les questions que je me pose à travers, à travers cet objet, en fait, c'est à quoi ressemble une adaptation d'opérette au cinéma à l'époque du muet. Justement parce que c'est un sujet qui n'est pas trop travaillé, et il y a une sorte de paradoxe, c'est que l'opérette, surtout une opérette de Villemets et Solar, qui sont les librettistes, et de Christinet basée sur la musique, en fait, avec les caractéristiques du muet, fait qu'on va perdre toute la virtuosité verbale, et en partie la musique, même s'il y a des pianistes qui jouent, mais qu'est-ce qui va en rester dans le film, dans un film muet? Première question. Deuxième question, quelles sont les caractéristiques donc, de l'adaptation au cinéma de la version scénique de l'opérette? Donc là, c'est une question un peu d'analyse interne, on va dire. Et puis, troisième question, que nous disent les adaptations de Fifi de 1927 sur le statut même de cette opérette-là, puisque Fifi est l'une des seules opérettes qui est servie de base à tout ce système du ciné-roman, qui, pour le reste, en fait, était fondé beaucoup sur des adaptations des classiques de la littérature française et mondiale en général. Donc pour répondre à cette question, je vais avoir 3 parties en fait dans ma présentation. D'abord une présentation de l'opérette pour qu'on sache un peu de quoi on parle et de ses principales caractéristiques que je remobiliserai dans la deuxième partie pour étudier son adaptation à l'écran en 1927. Et puis dans un troisième temps, je m'intéresserai à l'adaptation romanesque qui a été faite par Charles Cluny, qui était un écrivain qui écrivait des romans populaires à l'époque, mais qui était aussi chansonnier, librettiste de music-hall surtout. Voilà, donc on va reboucler finalement avec le domaine de l'opérette. Donc avant de commencer, je vous donne juste le temps de boire mon café, mais surtout pour vous mettre un petit peu dans le bain musical de cette musique-là. Je vais vous donner juste un petit extrait musical donc, de Gamine Charmante, qui est une des chansons les plus connues de l'opérette Fifi. C'est une version de 1930, donc qui est bien postérieure à la création, mais qui est chantée par un chanteur de music-hall qui s'appelle Urban, et qui a été le créateur du rôle de Fifi lors de la première, au Théâtre de la Rue en 1918. Voilà. Donc l'orchestration, elle n'est pas du tout de 1918. Elle est vraiment de 1930, mais c'est pour vous donner une idée un peu de la légèreté, de la gaieté de cette musique et de la vivacité des rythmes qui a vraiment bouleversé le public français, jusque-là, à l'époque. Je dis bouleversé, c'est si on lit la réception de Fifi, ça a vraiment créé un choc. Voilà de quoi il s'agit. Blanches rondeurs aux contours délicieux, les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, une physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Il y en a qui vous regardent l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir, quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir, quand nos doigts les lutinent. Ils sont bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Voilà. Pardon pour l'interruption. Donc, voilà pour la grivoiserie. Excusez-moi, c'est pas Gamine Charmante, en fait, c'est Les Petits Païens, qui est l'autre grande chanson de l'opérette. Donc, il y a une version qui a été reprise par Bourvil, notamment dans les années 50, qui est orchestrée vraiment jazz, pour le coup, qui est assez chouette. Avec ce qu'on pense aujourd'hui de ce genre de chanson, bien sûr, parce que la faire écouter en cours, par exemple, crée des réactions assez intéressantes. Enfin, sur lesquelles on discute avec les étudiants, justement. Donc, pour vous présenter rapidement l'opérette, on peut dire qu'elle s'inscrit dans une tradition en fait française, malgré tout ce qu'on a dit sur son caractère américain, qui remonte au moins à la seconde moitié du XIXe siècle, et c'est la parodie mythologique, la parodie de la mythologie qui repose en fait sur les références et la culture scolaire en fait française. Donc on a plein de références à la mythologie, et on retrouve ça dans plein d'opérettes que j'ai listées ici.
qui parodie l'Antiquité. Donc l'histoire de Fifi se situe justement dans cette Antiquité grecque, une Antiquité un peu à la Pierre-Louis du roi Pozole, enfin complètement imaginaire et fantaisiste, et donc lutine, on va dire, enfin un peu grivoise, et on y multiplie volontairement les anachronismes. Donc on va trouver, et l'histoire de Fifi, c'est que on y trouve le sculpteur Phidias, qui est chargé par Périclès, président du Conseil d'Athènes, de réaliser un groupe statuaire intitulé « La vertu et l'amour, piliers du bonheur domestique ». Et donc là, à partir de là, on va se retrouver dans un vaudeville, avec le quintet du vaudeville traditionnel, où vous avez Phidias et son valet, le Pirée, qui est mordu de Paris hippique, qui choisissent comme modèle de la vertu une prostituée, qui s'appelle Aspasie. Je vous ai mis les rôles ici. Et en fait, Aspasie va devenir l'amante de Phidias. Phidias va choisir comme modèle de l'amour le prince Hardimédon, qui va devenir amant, lui, de la femme de Phidias. Donc ça y est, on commence à avoir le croisement. Et finalement, ce qui se passe, c'est que Aspasie va aussi séduire Périclès et se jeter dans ses bras. Et finalement, tout va finir par se résoudre en intégrant et Madame Fifi et Aspasie au groupe statuaire, sachant que Aspasie est une femme aussi vénale, le Pirée aussi demande de l'argent à tout le monde, fait du chantage, de la trahison à tout le monde, et finalement va intégrer tout le monde en disant que la vertu, le groupe statuaire sera finalement la vertu, l'amour et l'économie, piliers du bonheur domestique. Voilà, donc on a vraiment un sujet de vaudeville complètement traditionnel. Quant à la structure de l'opérette, donc on a trois actes dans lesquels le texte théâtral tient la place la plus importante. C'est un texte très virtuose, donc à la Villemette, qui s'inspire de la grande tradition du vaudeville Feydeau et à la même époque Guitry aussi. Et tout ça est entrecoupé de numéros musicaux, mais qui relèvent beaucoup moins de l'opérette classique française, celle de Anne et Messager à l'époque, que de la chanson de café-concert. Et c'est aussi là que cette opérette a un statut particulier, c'est qu'elle introduit vraiment le domaine du musical et du café-conce dans le domaine de l'opérette française. C'est une des raisons pour lesquelles aussi cette opérette a soulevé beaucoup de débats. Donc ce modèle-là, c'est un modèle américain ou pas, en tout cas c'est celui, par exemple, des opérettes de Jérôme Kern, qui réalise à la même époque pour le Princess Theatre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, qu'on peut considérer comme américain, mais pour lequel j'ai pas réussi à trouver de traces pour savoir si Christine connaissait ça, on peut dire aussi que Kern lui-même s'inspire du modèle, notamment d'Hervé, pour faire ces opérettes-là. Donc c'est pour ça que ces identifications américaines ou françaises, en fait, sont assez circulaires, c'est un processus d'aller-retour assez permanent, mais c'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir que Fifi, en fait, c'est le grand succès, ou l'un des grands succès, si ce n'est le grand succès d'opérette française de l'entre-deux-guerres. C'est cette opérette qui a connu, en tout cas, le plus grand nombre de représentations de ce que j'ai trouvé, pour le coup, parmi les autres opérettes françaises. Donc j'en ai recensé 2007. Alors je suis allé jusqu'à 1942, parce que je m'intéresse aussi aux années 30. Vous avez une reprise de Fifi pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment, avec tout un dossier de presse que vous trouvez à BNF Art du Spectacle. Et en fait, l'énorme succès de cette opérette-là, il vient sans doute de la musique et du sujet, mais il vient aussi, il faut le dire, de la stratégie commerciale qui est mise en place pour la première fois dans le domaine de l'opérette par l'éditeur Salabert, qui est alors donc le plus puissant dans le domaine de la musique légère. C'est ce qu'on peut trouver dans le fond Salabert qui est à la BNF actuellement, mais c'est ce qu'on peut trouver aussi à travers d'autres types de sources. Et en fait, cette stratégie consistait à identifier très rapidement, dès les premières représentations de l'œuvre, les morceaux qui peuvent devenir en fait des tubes, pour le dire assez rapidement, et de les vendre. Et Salabert avait des petites boutiques, des petits kiosques directement à la sortie de pas mal de théâtres parisiens où il vendait les partitions au public qui venait d'entendre des musiques. Et il en faisait des versions pour plusieurs types d'orchestration. Ils avaient des orchestrateurs de maison pour que cette musique-là soit jouée dans les kiosques, dans les dancing, dans les restaurants et dans les brasseries avec le format qu'on appelait à l'époque orchestre de brasserie. Donc, ce modèle, Fifi inaugure pour le coup ce qu'on appelle l'opérette Salabert. Et justement, ces pratiques éditoriales, c'est là qu'on peut retrouver vraiment un processus d'américanisation, parce que c'est un processus inauguré aux États-Unis dès les années 1910, notamment avec, moi j'ai pris comme exemple, une opérette qui s'appelle Watch Your Step, d'Irving Berlin, où on a exactement ce genre de principe. Salabert avait des scouts aux États-Unis, il avait une officine à New York, et donc là, il est fortement possible qu'il se soit inspiré de ce modèle-là. Donc là, on peut vraiment parler d'américanisation. Donc ces pratiques-là, commerciale, elle constitue une autre dimension de l'entrée de l'opérette dans l'ère de la consommation de masse, c'est là que Fifi est aussi une nouveauté, en rendant disponible auprès d'un public bien plus large les produits dérivés de l'opérette, en fait, que ce qu'on pouvait trouver avant.
Et donc, c'est dans cette logique-là que s'inscrit, à mon avis, le film de 1927, où la société de production, donc Isis Film, choisit de reprendre cette opérette et de l'adapter. Donc, c'est là que je viens au film. Alors, c'est d'abord un film que j'appelle Portée disparue, parce que justement, en termes de sources, c'était assez compliqué à trouver. Donc, ce que j'ai sur Fifi Film actuellement, c'est la copie qui est préservée à la Cinémathèque, un dossier de photos qui est préservé à BNF Spectacle, et il y a le même aux archives de la Cinémathèque, et quelques mentions de la sortie du film dans la presse cinématographique française. Autrement, dans la presse généraliste, ça passe quasiment complètement inaperçu, sauf des mentions dans les programmes de cinéma qui nous permettent de savoir quand est-ce que ça a été diffusé, ce film précisément. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que ce film-là, il a été diffusé donc à partir du mois de mai 1927, et si on fait l'histoire des représentations de Fifi que j'ai ici, mai 1927, c'est exactement le moment où on a un trou dans la représentation théâtrale, puisqu'il y a des représentations qui cessent au Théâtre des Gobelins le 21 avril 1927, et les représentations suivantes, ça va être remonté à Bataclan en octobre 1927, et la période de diffusion du film, c'est exactement entre ces mois-là. Donc on peut penser qu'il y a un effort de coordination, d'abord entre le Théâtre parisien, ça c'est sûr, en termes de programmation, mais aussi entre les producteurs qui choisissent, qui visent un moment où ils seront les seuls à diffuser Fifi à Paris sous la forme de cinéma. Donc, à part ça, on n'a pas beaucoup de traces, donc je me retrouve plus dans la situation d'un archéologue dont la problématique est qu'il manque de sources, plutôt que notre situation habituelle d'historien du XXe siècle, où plutôt on croule sous les sources et on ne sait plus quoi en faire, tellement on en a. Donc là, bon, c'était une situation un peu nouvelle pour moi. Et alors, pour savoir ce qu'on jouait pendant les diffusions du film, eh bien là, j'ai absolument pas d'indice, donc c'est là que je vais me retrouver en mode archéologue. Donc, ce qui m'a quand même frappé en visionnant le film, donc là, ce sont des photos que j'ai pu prendre à partir de la visionneuse du CNC, parce qu'on n'a pas l'autorisation de filmer et de reproduire. Mais ce qui m'a frappé, c'est dans le film, c'est l'absence totale de musique. Alors, je ne parle pas du fait qu'il s'agit d'un film muet, puisque évidemment qu'il y avait des pianistes, au moins des pianistes qui devaient accompagner le film, et on peut imaginer qu'ils jouaient des versions piano de l'opérette, des chansons de l'opérette, j'imagine, mais j'en suis pas sûr. Mais là où je dis absence de musique, c'est que dans le film, il n'y a aucune référence qui est faite aux chansons originales de l'œuvre, qui pourtant sont ce qui a fait la réputation de cette œuvre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de scène de chant, on ne voit même pas de scène de ballet, alors qu'il y a beaucoup de scènes de ballet dans Fifi. Et même dans les cartons ou dans le scénario, il n'y a aucune place qui est laissée aux évocations même de la chanson ou même au titre des chansons. Et de manière symptomatique, donc, le film ne fait appel à aucun chanteur, là si on prend la distribution, aucun des chanteurs qui ont chanté les multiples versions de l'opérette, mais simplement des acteurs du muet. Et ça m'a étonné parce qu'il y a d'autres adaptations cinématographiques muettes d'œuvres lyriques où on fait appel à des chanteurs. Je vais donner un exemple, c'est la Carmen de Feder de 1926, on est à la même époque. On a Raquel Meller dedans qui est en même temps une vedette du musical, parce qu'elle est une chanteuse en même temps qu'être une actrice. Mais là, le parti pris, c'est pas de chanteurs, on a que des acteurs de cinéma, donc la musique disparaît aussi du côté des équipes, de la distribution du film. Donc, on peut se demander aussi si les chansons étaient chantées en direct pendant les diffusions, parce qu'on sait que c'est une pratique qui se faisait pour l'opérette viennoise dans les cinémas à Vienne, enfin d'après les bibliographies que j'ai lues. Je ne sais pas trop pour la France, mais en tout cas là, j'ai pas moyen de savoir si c'était fait, mais en tout cas le film ne laisse pas la place pour chanter ces chansons. Tandis que dans les opérettes viennoises muettes que j'ai pu voir, on voit des scènes où là on peut dire ah oui, là il y a la place pour que les gens chantent, parce qu'on peut tenter une sorte de synchronisation avec le film. Donc cette élimination de la musique, elle me paraît finalement volontaire, mais en fait pas suicidaire, parce que tout se passe comme si Georges Palu, donc le réalisateur, avait essayé de valoriser Fifi avec deux autres éléments, en misant tout sur l'élément comique, donc il systématise tous les anachronismes du livret de Wilmetz, donc on va avoir des phonographes, enfin des choses comme ça, les musiciens vont, au lieu d'aller à la plage de Faler, en grec ils vont à Falers plage, on a plein de scènes comme ça, anachronisme permanent. Et le deuxième élément, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si on regarde comment est faite l'adaptation, Palu va tirer parti du médium dans lequel il réalise l'adaptation, c'est-à-dire il va miser sur l'aspect visuel et spectaculaire du film, notamment en mettant des scènes d'extérieur, en mettant des scènes un peu exotiques, dont on avait juste des évocations au passage dans le livret de Wilmetz. Et c'est ces évocations-là qu'il va développer, parce que ça lui permet d'obtenir un spectaculaire visuel. Donc par exemple, les scènes qu'il développe, c'est une scène qui est tournée à Nice, notamment parce qu'il y avait des studios de Victorine à Nice, donc il avait moyen de tourner là. Donc l'univers balnéaire, qui est très répandu à l'époque, ça réjouit les gens de pouvoir voir ça, alors qu'il n'y a pas d'évocation de ça dans le livret de Wilmetz.
Et il y a aussi une scène chez une cartomancienne qui est assez développée parce qu'on est dans un univers un peu fantastique, mystérieux, un peu oriental en fait. Et là, en fait, Palu développe un mot en fait d'Aspasie qui parle d'une voyante dans le livret. Donc c'est plutôt ça qu'il choisit de développer, l'aspect fantaisiste, spectaculaire et en fait varié. Hein, on est presque dans un univers, une logique de variété pour distraire le public. C'est là-dessus qu'il va miser pour compenser le fait que la musique n'est pas représentée dans le film. Encore une fois, évidemment, la musique devait être entendue pendant les diffusions. Donc c'est là que je me dis qu'il y a aussi ce parti pris, variété, accessibilité, divertissement. Il y a l'idée de faire de Fifi un spectacle populaire. Il s'agit avant tout de divertir. Et c'est là que c'est ce qui m'intéresse ici, c'est que le genre qui est annoncé, alors de façon parodique, le genre hilaro-dramatico-comico-tragédie, c'est fait justement pour amuser, j'imagine, les gens. Et finalement, c'est là qu'il reste fidèle à Christine Solar et Wilmetz, c'est que on conserve la dimension populaire du cinéma ici, de même que Fifi était une œuvre populaire. Populaire vraiment au sens où destinée au public le plus large. Je dis ça parce que si on regarde les théâtres dans lesquels était diffusée l'opérette Fifi, on a tous les théâtres de quartier parisiens qui étaient des petits théâtres où on sait qu'il y avait un public carrément là, ouvrier et de petits employés. Théâtre des Ternes, théâtre des Gobelins, théâtre de Montrouge, par exemple, qui n'ont pas du tout le même public que Parisiens, Bataclan, Foliage, etc. En d'autres termes, ce qui est conservé de l'original de Fifi, là où il y a fidélité, c'est le caractère commercial. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que si j'en viens maintenant au roman, c'est que la dimension commerciale, on la retrouve aussi dans les modes de diffusion de Fifi et donc de commercialisation à travers ce roman que je considère en fait comme un produit dérivé de l'opérette, doublement dérivé en fait, dérivé de l'opérette, mais en fait dérivé de l'adaptation cinématographique de l'opérette. Donc là, on se trouve avec ce roman de Charpigny dans une adaptation de Fifi, une adaptation au carré quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman en fait est plus fidèle au film de Palu que le film de Palu ne l'est avec la comédie musicale de Christine. Donc ce roman il se divise en 20 chapitres, donc je vais vous épargner, enfin j'ai fait 3 colonnes pour voir comment les scènes correspondaient ou pas, qu'est-ce qui était ajouté, qu'est-ce qui était retiré. Ça va être un petit peu long à présenter, donc je ne le fais pas ici, je vous donne juste mes conclusions. Mais là, on trouve en fait dans le roman une sorte de décalque de scénario du film, avec quand même des ajouts de description, donc c'est une sorte d'expansion du film qui est lui-même une sorte d'expansion de la comédie musicale. On retrouve quand même dans le roman les nombreux calembours grivois qu'on retrouve déjà dans le scénario de Wilmetz, mais là qui sont réécrits par Cluny, qui est aussi assez virtuose dans le... Je ne vais pas donner de jugement ici, moi je trouve un peu moins que Wilmetz, mais il tente beaucoup de choses en tout cas. Et donc on a beaucoup de calembours grivois, donc je vous ai donné des exemples ici si vous voulez les lire. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans le roman, il est à nouveau question de musique, pour le coup. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le film, je répète. Donc là, je me suis amusé à relever, donc dans le film, vous voyez la musique, vous avez la musique les chansons qui sont chantées dans l'acte 1 de l'opérette, là à gauche, les références à la chanson dans le film, dans les 2 premières parties, des 7 parties du film qui étaient en 7 bobines, où il n'y a rien comme musique, il n'y a aucune évocation de la musique dans le film. Par contre, dans le roman, dans les chapitres 1 à 5 qui correspondent à l'action de l'acte 1 et donc des 2 premières parties du film, là, on a des évocations, en fait, des paroles qui sont citées de plein de chansons que je me suis amusé à retrouver. Et donc voilà, toutes ces chansons ou œuvres musicales qu'on a. Et donc, si on fait la liste, on aurait pu s'attendre à ce que Cluny fasse référence aux chansons de l'opérette, en fait, à nouveau. Mais non, en fait, il n'y en a qu'une référence à la chanson de l'opérette, c'est le chœur des modèles, donc, qui est le chœur introductif de Fifi. Mais en fait, sinon, il y a d'autres références à en fait, plein de chansons qui étaient très populaires dans les années 1920. Le genre de la chanson exotique, hispanisante, avec Olé de Emile Spencer, des chansons donc, issues de la comédie musicale Le Chœur des modèles, bien sûr, la chanson patriotique avec Pampan Larbi, qui date de 1914 et qui était en fait la chanson militaire du régiment des Zouaves, des régiments de Zouaves pendant la Première Guerre mondiale, la chanson grivoise avec Valentine, qui est une chanson de Christine Wilmetz, qui a été chantée en 1925 par Maurice Chevalier, référence à l'opérette viennoise, qui était si populaire en France dans les années 1900-1910 et qui revient en force à partir de la fin des années 1920, donc avec Rêve de valse d'Oscar Strauss. La chanson réaliste avec Maurice Yvain, J'en ai marre, qui est l'autre grande collaboration Yvain-Mistinguett. Et la chanson de cabaret Montmartroise, parce qu'il y a une scène de cabaret dans Fifi, 5 minutes chez Bruant, où on vous redonne les paroles qu'on disait, qu'on interpellait les clients qui entraient et sortaient des cabarets de Montmartre. Donc ce qui est intéressant, c'est que
en plus de nous renseigner sur ce que pouvait être une culture musicale populaire à la fin des années 20 en 1927, cette interpolation de bribes de chansons dans le roman, elle permet à l'adaptation de Fifi de renouer en fait avec le genre de l'opérette française des années folles, de l'opérette à interpolation. D'abord parce qu'il y a recours systématique à des anachronismes, ensuite parce que Cluny reprend à l'opérette le principe formel des opérettes à chansons interpolées, et ensuite parce que Cluny reprend la manière dont les chansons sont intégrées au dialogue dans l'opérette, de trois manières. D'abord parce que parfois les chansons font partie de l'environnement sonore dans lequel se situe l'action. Donc il y a une scène dans le roman au cabaret qui s'appelle le tonneau de Diogène, et c'est là qu'on entend les chansons d'Aristide Bruand, parce que ça fait partie de l'environnement sonore. D'abord ensuite parce que les chansons peuvent être évoquées à un personnage par les circonstances ou le sujet d'une conversation. Donc Phidias rencontre Aspasie, il chante « Oh, quelle gamine charmante » et il se met à chanter « Gamine charmante ». Ensuite parce que les chansons peuvent venir à l'esprit d'un personnage par association de mots. Voilà, donc à un moment on entend des coups de feu, pampan, et là hop, ça déclenche pampan l'harpie par association de mots. Voilà. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant ce qui est en fait un ciné-roman, on a Cluny qui remet à contribution ses compétences de chansonnier, de revuiste et donc d'auteur dramatique. D'où en fait mon idée, et son roman finalement pourra être à nouveau en fait le scénario d'une nouvelle opérette qui intégrera ces chansons-là. D'où mon idée de spirale de l'adaptation, parce que alors que la transsubstantiation, enfin le changement de médium de la cinématographique de l'opérette, elle semble nécessiter la disparition des codes de l'opérette, en supprimant tous les marqueurs formels et matériels de l'opérette, eh bien l'adaptation de Fifi au roman, elle nous ramène à l'opérette, mais une opérette différente de l'original. Voilà. Et là, on retrouve aussi la dimension opérette que je citais tout à l'heure, c'est dans le système de commercialisation, si on regarde vraiment la matérialité de ce livre. Qu'est-ce que c'est que ce roman gay, ce roman gay, parce qu'il s'intitulait Roman gay. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce roman-là s'intègre dans une collection qui s'appelait la collection Cinéma-Bibliothèque de Taillandier et qui visait en fait à renforcer la rentabilité des films en commercialisant en même temps que la diffusion des films des romans qui permettaient aux gens d'en avoir la substance, quasiment d'en avoir le scénario en fait. Et si on regarde les dates, là j'ai regardé les recensions du livre, celles qu'on peut trouver, eh bien le livre a été diffusé en fait en mai 1927, donc exactement comme le film. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que le film, en fait, je l'ai pas mis, pardon, mais le film intègre des photos, le roman intègre des photos du film. Donc il y a une collaboration avec la société de production pour ça. Donc vous avez 30 photos dans le roman, dont les légendes, en fait, sont des passages à la fois du film et des phrases tirées du roman qui servent à légender les photos, pour dire que le roman décalque vraiment le film. Ensuite, on peut savoir que ces romans-là et ce film-là visent un public populaire, on peut le savoir avec certitude, parce que son prix, 3,5 francs à l'époque, le rend d'abord très accessible, c'est un livre bon marché, et dans cette revue qui s'appelle Revue des lectures, on peut voir que Fifi est publié dans une collection qui est considérée à l'époque comme une collection à bon marché. Ce sont vraiment des livres à la portée de tous. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le livre, comme le faisait Salabert avec cette partition, le livre va servir de panneau publicitaire pour les partitions de Salabert, en fait, et notamment pour les deux plus grands succès d'opérette, Les Petits Païens et Gamine Charmante, qui, comme par hasard, vont être évidemment cités par Cluny, plus loin dans le livre, pas dans la partie que j'ai analysée pour aujourd'hui. Mais en fait, donc, on a ici une sorte de coproduction, parce que Salabert travaille main dans la main avec les éditions Taillandier et le producteur Isis Film. Voilà. Donc, pour conclure, ce que je voudrais montrer ici, c'est que sur le statut de Fifi, en fait, l'adaptation cinématographique, donc qui va de pair avec l'adaptation romanesque, hein, c'est la même, enfin ça va ensemble. Ça témoigne du statut, à mon avis, exceptionnel de Fifi dans les années 1920, tout du moins, parce qu'en fait, Fifi fait partie des rares opérettes qui ont fait l'objet d'une adaptation cinématographique à l'époque du muet. Et elle est l'unique opérette, à ma connaissance en tout cas, à avoir servi d'adaptation pour un ciné-roman, parce que si on regarde les collections de Taillandier et la collection aussi des collections de la Société Ciné-Roman qui a été fondée en 1919, c'est la seule que j'ai. Il y a juste une mention transatlantique de Bonnard qui m'a intrigué parce que je me suis dit est-ce que ça vient des transatlantiques de Claude Terrasse, mais en fait il n'y a pas de référence à l'opérette, c'est vraiment directement tiré du roman, ça passe pas par l'opérette. Elle est dans cette liste-là. Donc, ça, c'est la première chose qui m'intéresse, c'est que c'est la seule opérette qu'on a sélectionnée pour l'adapter
au cinéma muet avec dans le système ciné-roman. Je ne parle pas de Miss Eliette, et je ne parle pas aussi d'autres opérettes allemandes qui ont été adaptées à l'écran. Il y a aussi 3 questions que je voudrais poser, alors là que je laisse ouvertes, parce que justement parce que je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce qui va un peu guider la suite de mon travail, c'est lorsqu'on regarde cette série d'adaptations, ça met en série en fait une œuvre, c'est en fait qu'est-ce que Fifi en fait, puisque en fait d'un côté on a 3 œuvres qui peuvent être considérées chacune de façon autonome, une opérette, un film qu'on peut regarder comme ça et un roman qu'on peut regarder de cette manière-là, mais en même temps on a une série d'œuvres dérivées d'une œuvre originale qui s'en inspire, mais en fait qui s'en détache aussi. Donc cette mise en série de l'œuvre, qui est quelque chose de bien connu en littérature à l'époque, on a aussi des films à épisodes à l'époque qui s'inspirent des romans feuilletons, tout ça vient aussi de la sérialité du roman dans la presse en fait, hein, et c'est la même chose qui est visée. Ben, en fait ça m'interroge aussi sur nos manières traditionnelles d'envisager l'œuvre d'art. En fait, ça questionne pour moi ce régime qu'on considère comme général de l'œuvre d'art comme œuvre d'art unique, autonome et rattachable à un créateur unique. Donc ça vient de toutes les conceptions kantiennes de l'œuvre d'art, et on considère que ce qui n'en relève pas relève de l'exception, parce que notre culture des grandes œuvres relève de ce régime-là. Et finalement, moi ma question ça sera plutôt l'inverse, si on voit que ces œuvres-là c'était ça qui était vraiment le plus regardé à l'époque, est-ce que ce régime d'exceptionnalisme de l'œuvre d'art comme autonome, créateur unique, est-ce que finalement c'est pas ça l'exception? Et est-ce que le régime de l'œuvre d'art, c'est pas un régime beaucoup plus libre, en fait, où on s'approprie des choses de façon très libre et les œuvres d'art évoluent de façon naturelle, s'empruntent les unes aux autres de cette manière-là. Deuxième question, ça concerne la sérialité. En fait, ce que ça nous permet de comprendre, ça, c'est, en fait, c'était les pratiques de consommation de la culture à l'époque, je trouve. Puisque une opérette, en fait, pouvait à la fois se consommer sur scène, enfin en allant sur scène, mais aussi au cinéma, et aussi dans la littérature. Voilà. Donc ça met en question toutes les pratiques des produits, enfin toutes les pratiques de consommation de la culture, notamment à travers les produits dérivés des œuvres. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé dans le domaine de la littérature maintenant, les produits dérivés de la littérature, jusqu'à la mise en place de musées de la littérature ou d'objets littéraires, des figurines de héros, etc., etc. Mais en fait, dans le domaine de la musique, on n'a pas encore beaucoup interrogé ce genre de thématique-là. Et ma troisième remarque, elle portera sur la périodisation de l'opérette filmée qu'on peut discuter à partir de cet exemple-là, puisque moi, ce qui me frappe, c'est souvent qu'on périodise pour le début du XXe siècle, on va de manière quasiment automatique prendre les 2 guerres mondiales comme 2 bornes importantes, et donc à l'intérieur de ça, isoler l'entre-deux-guerres comme une période qui aurait une cohérence en soi. Or, si on regarde ce que Fifi, il me semble que cette périodisation classique, elle n'est pas pertinente pour l'histoire de l'opérette et l'opérette à l'écran, en tout cas, puisque Fifi se situe beaucoup plus, à mon avis, dans la lignée des adaptations d'opéra des années 1910, des adaptations d'opéra au muet, et en fait n'a rien à voir ni dans ses caractéristiques formelles, ni dans le système de diffusion et de commercialisation. Ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans les années 30 avec l'opérette filmée sonore. Années 30 qui vont en fait mettre fin au système du ciné-roman, justement. Donc les guerres mondiales, en fait, elles ne fonctionnent pas ici automatiquement comme des bornes chronologiques pertinentes, à mon avis, et il apparaît clairement que en fait, c'est forcément pour nous les ruptures techniques de l'apparition du sonore qui vont servir de borne chronologique. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure, et je finis là-dessus, de ce que je viens d'étudier ici, c'est finalement peut-être la préhistoire justement de l'opérette filmée qu'on peut voir à travers le cinéma parlant. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention.